Changement de régime, changement de drapeau. À Kaboul, c'est la devise des talibans qui flotte désormais sur la ville. Il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, et Mahomet est son prophète. Le 15 août, les talibans ont pris la capitale. 20 ans après, l'émirat islamique est de retour en Afghanistan. En juillet, pendant 3 semaines dans ce pays en guerre, nous avions accompagné 2 journalistes français, Régis Le Sommier et Véronique de Vigry, une photoreporter. Ça y est, enfin, on a l'autorisation d'aller voir les talibans. Donc on part là et on revient demain, j'espère. Inch'Allah. Avec eux, nous avions suivi en exclusivité l'offensive des talibans qui allait aboutir à la chute de Kaboul. Nous avions aussi rencontré des femmes afghanes qui redoutaient l'arrivée des fondamentalistes. J'ai très peur que les talibans cherchent à se venger et me tuent. Parce que tout le pays est en train de tomber entre les mains des talibans. Bientôt, ils vont tout contrôler. 3 semaines après la chute de la ville, nous sommes de retour en Afghanistan. Qui allons-nous retrouver? Quel pays? Quel changement après la prise de pouvoir des talibans? En ce début septembre, dans Kaboul, les rares occidentaux que nous croisons sont journalistes. Parmi eux, Véronique de Vigry, la photoreporter que nous avions suivie lors de notre premier tournage. Elle est de retour depuis quelques jours dans la capitale afghane, désormais aux mains des talibans. Ça fait très bizarre de les voir maintenant à Kaboul alors que le mois dernier, ils étaient à la campagne au fin fond du Wardak, quoi. Pour l'instant, on est encore bienvenus. Ils veulent nous montrer que tout va bien, qu'ils arrivent à bien gérer le pays, que voilà. En sillonnant la ville avec elle, nous constatons que les nouveaux maîtres du pays ont commencé le ménage. L'ambassade américaine a été vidée. Au lieu du pouvoir, il y a encore quelques semaines, elle était un bunker intouchable. Désormais repeinte aux couleurs islamistes, elle est gardée par les forces spéciales talibanes. Les armes sont toujours là, mais Kaboul n'est plus en guerre. L'extrême tension que nous avions sentie avec Véronique avant la chute de la ville s'est en partie estompée. Les gens doivent commencer à se faire à ce nouveau régime qui est en train de s'installer. Je pense que les talibans, c'est une très bonne nouvelle pour la paix, mais une très mauvaise nouvelle pour les femmes. Avant l'arrivée des talibans, nous avions filmé une de ces femmes afghanes. Kamargoul, 22 ans. Son fait d'armes, avoir tué des talibans qui venaient d'abattre. Dès notre arrivée à Kaboul, nous essayons de la recontacter. Elle est devenue l'un des symboles de la résistance aux islamistes. Avec la victoire des talibans, sa vie est plus que jamais en danger. Son effigie est taguée partout dans la capitale, mais elle semble avoir disparu. Il faut dire que pour les femmes, c'est un terrible retour en arrière. À peine arrivés, les talibans ont remplacé le ministère des femmes par celui de la surveillance de la vertu. Le nouveau régime s'emploie à rendre invisible la moitié de la population. Et ça commence sur les vitrines des instituts de beauté, dont les visages féminins ont été recouverts de peinture. Même s'il n'était pas très progressiste, le pays formait depuis 20 ans des femmes médecins, journalistes, fonctionnaires.
Aujourd'hui, ce sont les seuls qui défilent contre le nouveau pouvoir. Pour essayer d'éviter les problèmes, elles n'attaquent pas frontalement les nouveaux maîtres du pays, mais s'en prennent à leur allié, le Pakistan. Immédiatement, les talibans nous empêchent de filmer. Nous revenons en caméra discrète un peu plus tard, avec Véronique, la photojournaliste. Juste à temps pour voir les islamistes disperser la manifestation sans ménagement. En fait, là, c'est un peu dangereux pour elle, je pense. Roshana Rizaï, l'une des organisatrices du rassemblement, accepte de nous parler, à condition que nous trouvions un endroit sûr. J'habite chez ma tante. La militante est recherchée. Et aujourd'hui, elle est attendue chez elle par un comité d'accueil. On a l'impression qu'ils surveillent l'immeuble. Au téléphone, la famille de Roshana lui déconseille de rentrer. Elle dit que les talibans sont là depuis un moment. Ils fouillent les voitures et l'immeuble. On ne sait pas quand ils vont partir. What is the plan? Do you want to go to Park Hotel? It's very far, but if it's the only safe place. Nous sommes inquiets. Les talibans traquent les militantes des droits humains sur tout leur territoire. Quelques semaines après cette interview, 4 d'entre elles seront même assassinées à Mazar-e-Sharif dans le nord du pays. Ce n'est pas seulement pour son activisme que Roshana est recherchée, mais aussi pour son engagement à l'époque du précédent gouvernement. J'étais commandante d'une unité militaire qui comptait un peu plus de 200 femmes. J'ai eu beaucoup de mal à accepter l'arrivée des talibans. J'ai pleuré encore et encore. Je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Et puis, j'ai décidé que j'étais forte, que je devais réagir en militaire et que je ne devais pas rester silencieuse face aux talibans. Pour se réunir, pour échanger, ces femmes utilisent les réseaux sociaux. Un embryon de résistance intolérable pour les talibans. En frappant mon ami, les talibans ont démontré au monde entier qu'ils sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Ils n'ont que la violence à offrir. Si la vie des femmes afghanes devient impossible, pour moi, cela ne fait pas de doute. La population se soulèvera contre eux. Alors je me battrai. Et peu importe si les autres femmes se soulèvent ou non. Moi, je lutterai contre les talibans. Il y a 25 ans, lors de leur premier passage au pouvoir, les islamistes avaient interdit aux femmes d'étudier ou même d'exercer un métier. Cette fois-ci, sous la pression internationale, ils veulent montrer que celles-ci ont leur place dans le nouvel émirat. Nous assistons à une grande opération de communication à l'université de Kaboul, où les talibans ont rassemblé pour la presse des étudiantes modèles.
Officiellement, les femmes pourront continuer à étudier à la faculté, mais dans des amphithéâtres non mixtes et avec cette tenue. Sous nos yeux, une seule Afghane n'est pas complètement voilée. Zora est journaliste. Elle décrypte pour nous cette assemblée. Je pense que les femmes qu'on vient de voir ont été éduquées dans des écoles islamiques et qu'elles sont vraiment heureuses de se retrouver sous un gouvernement tel que celui des talibans. Très peu de femmes afghanes se sont déclarées pour les talibans et leur émirat islamique. Difficile d'en savoir plus. Notre conversation est interrompue par un taliban. Quant aux femmes en noir... Est-ce qu'on peut poser quelques questions aux femmes? Il nous est tout simplement impossible de les interroger. Parce qu'ils veulent pas qu'on les voit. On peut pas poser de questions. Non plus. T'as vu que c'est très contrôlé, hein. C'est glaçant. Non, pas du tout. Mais non, c'est très... Seul l'un des hauts responsables talibans est habilité à s'exprimer pour elle. Pensez-vous que ces femmes représentent toutes les femmes afghanes? Les femmes qui participent à cette manifestation viennent d'un peu toutes les régions d'Afghanistan. Nous ne savons pas qui elles sont véritablement, mais la plupart sont des étudiantes. Et aujourd'hui, nous donnons des droits aux femmes pour qu'elles puissent exprimer leurs sentiments au monde entier. Deuxième étape de cette journée de la femme à la sauce talibane. Un défilé, pas vraiment spontané et très encadré. En théorie, une manifestation de soutien au pouvoir local. Nous sommes satisfaites du comportement des talibans. Peut-on ainsi lire sur les pancartes des étudiantes. Des mots d'ordre rédigés en anglais et en arabe, alors que les langues officielles du pays sont le dari et le pachtou. Pour nous, comme pour les journalistes présents, cela ne fait aucun doute. Voilà, et le petit coup de com' est terminé. C'est un coup de com' ultra grossier qu'ils ont fait. Un peu plus tard, tout ce petit monde reprend les bus affrétés par le pouvoir. Qui étaient vraiment ces femmes? Même Zora, la journaliste afghane, a un doute. Les Afghanes ne portent pas ce genre de vêtements. Je n'avais jamais vu une Afghane habillée comme ça. Zora redoute d'avoir à se vêtir de la sorte. Je suis comme toutes les filles. J'aime me maquiller, sortir avec des amis pour faire les magasins. Je n'ai jamais porté de burqa car j'ai grandi dans une famille éduquée. Ce sera très difficile pour moi de porter la burqa si les talibans nous y obligent. Je n'avais jamais pensé quitter mon pays. J'ai fait mes études ici et je voudrais rendre service à mes compatriotes. Mais je ne peux plus travailler maintenant. Je veux poursuivre mes études, travailler, atteindre mes rêves. Alors oui, je vais devoir quitter l'Afghanistan. Quelle est réellement la situation pour l'éducation des femmes en ce début de règne des talibans? Nous sommes retournés dans un établissement pour les filles que nous avions visité avant l'arrivée des islamistes à Kaboul. À l'époque, une voiture piégée avait tué 50 élèves devant l'enceinte de l'école. Nous avions rencontré Arifa peu après.
Une rescapée dont les amis avaient péri dans l'explosion. C'était ma copine. Elle voulait devenir docteur. Et maintenant, elle n'est plus là. À ce moment, la jeune femme espérait encore que les talibans seraient repoussés. Au-delà de l'éducation, nous devons nous battre, femmes et hommes ensemble, les armes à la main, afin d'éliminer les talibans. L'Afghanistan est une république islamique démocratique, mais les talibans veulent imposer leurs lois, alors nous devons nous défendre. Nous devons organiser la résistance. Devant l'école, nous sommes accueillis cette fois par une milice talibane qui a pris position autour de l'établissement. Ils sont là à la demande de la directrice. La présence de cette voiture abandonnée ici depuis 2 jours lui fait craindre le pire. La directrice de l'école n'est pas prête à changer d'avis sur les pratiques des talibans. Malheureusement, depuis leur prise de pouvoir, les portes de l'école sont closes. Il n'y a que les filles qui sont en primaire qui peuvent venir. Pour l'instant, on assure les mêmes cours qu'auparavant. Mais les talibans veulent changer le programme. Certaines matières vont disparaître et d'autres seront renforcées. On attend de savoir lesquelles. Fin septembre, les talibans avaient annoncé que les fillettes pourraient retourner étudier aussi vite que possible. La réalité, pendant ces premiers mois de l'État islamique, les écoles pour les filles de plus de 12 ans sont restées fermées. Nous retrouvons Arifa devant chez elle, en présence de son père. Une interview en catimini pour ne pas mettre cet élève de terminale en danger. Je suis obligée d'attendre chez moi, en espérant qu'un jour, les talibans nous donneront la permission d'aller de nouveau au lycée et à l'université. Nous n'avons pas encore rencontré les talibans. J'ai peur et je les crains. C'est très difficile. Arifa voulait devenir interprète. Son avenir est désormais entre parenthèses. Selon la loi islamique des talibans, les femmes ne doivent pas non plus exposer leur corps dans la rue. Le sport leur est donc désormais interdit. Un crève-cœur pour Marwa, athlète de haut niveau. C'est un vélo que j'utilisais pour les courses. Il est très léger. Les dérailleurs sont étudiés pour nos routes et il a un compteur kilométrique. C'est un vélo bien plus performant qu'un vélo classique. Cela fait 4 ans que j'ai débuté la compétition. Et j'ai participé à beaucoup de courses en 4 ans. Avant l'arrivée des talibans, Marwa était en lice pour participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe afghane. À présent, elle ne peut même plus s'entraîner. J'avais l'habitude de sortir en tenue de cycliste. Et depuis que les talibans sont là, c'est impossible. S'ils me voient en tenue de sport faisant du vélo, ils vont me punir, me battre et me tirer dessus. Je ne peux pas sortir plus loin. Son oncle, lui aussi, se retrouve contraint à l'inactivité. Un ancien champion.
c'est lui qui entraînait Marwa. J'étais un champion en Afghanistan. J'ai consacré ma vie au cyclisme. Maintenant, je ne peux plus. Notre pays n'est plus. Nous n'avons plus d'espoir. Dans le camp des vainqueurs, au contraire, on savoure et on s'installe. Un mois après leur victoire, les talibans n'ont pas encore de gouvernement. Mais ils ont décidé d'emblée de reprendre en main la police. Devant le commissariat du 6e district de Kaboul, nous avons rendez-vous avec une vieille connaissance, le commandant Hanafi. Salam alaikum, Singay, how are you? Bien sûr que je suis content d'être à Kaboul. Il n'y a plus de problème maintenant. Toute la population a retrouvé ses droits civiques. Et être dans la capitale de notre pays me rend vraiment très heureux. Le commandant Hanafi, avec son turban noir, celui des chefs. Lors de notre premier tournage, il était en charge de notre sécurité, lorsque nous suivions les brigades talibanes. Mais c'était aussi un combattant qui nous vantait avec fierté les victoires des insurgés. Les combats ont duré 3 jours et 3 nuits. 6 militaires ont été tués. Il fait partie des premiers talibans qui sont entrés dans Kaboul, les armes à la main. Depuis, il a été promu. Désormais, il est commissaire de police de tout un district de la capitale. Pour nous maintenant, le plus important, c'est d'arrêter les voleurs. Kaboul en regorge. À présent, nous sommes ici pour servir la population. C'était notre volonté de prendre Kaboul et d'imposer la charia. Selon la loi islamique, les voleurs ont la main coupée, les femmes adultères peuvent être lapidées, les drogués flagellés. Lors de leur premier passage au pouvoir, il y a 25 ans, les talibans avaient laissé l'image d'un régime féroce, appliquant ses textes à la lettre. Pourtant, ce que nous montrent Hanafi et ses hommes sur le terrain ressemble plutôt au rôle d'une simple police de proximité. Les relations sont cordiales, même avec ces policiers qui servaient sous le gouvernement qui vient de tomber. Vous travaillez avec la police maintenant? Oui. Dès le matin, nous patrouillons pour voir s'il y a des problèmes, soit avec la population, soit avec la police. Et si quelque chose va mal, nous nous assurons que les criminels soient bien arrêtés. Parce qu'avant qu'on arrive, les gens se battaient et les voleurs n'étaient jamais arrêtés. Tolérance aussi vis-à-vis des nombreux toxicomanes qui encombrent les rues de la capitale. Regardez tous ces jeunes drogués. Grâce à Dieu, nous allons essayer d'éradiquer la drogue chez nous. Ils ne sont pas tombés dans la drogue sous notre gouvernement. Demande-leur. Je suis sûr que certains se droguent depuis 40 ans. Sous la protection des milices islamistes, le pays produit 85% de l'opium mondial. Malgré la sécheresse, la récolte de l'année a atteint 6800 tonnes, en hausse de près de 8%. Résultat, la drogue est partout dans les rues. Un fléau qui touche chaque famille afghane. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Ils sont bien trop nombreux. Environ 4 millions. Qu'est-ce qu'on en ferait? Les milices talibanes sont déjà bien occupées à chasser les criminels.
voleurs, braqueurs, les arrestations ont commencé. Leur destination, Poulicharki, le plus grand centre pénitentiaire du pays. Sous le précédent gouvernement, il servait notamment de prison politique pour les talibans capturés. Dès leur arrivée au pouvoir, les islamistes ont ouvert les portes des geôles, libérant ainsi 2500 insurgés qui y étaient détenus, mais aussi à peu près autant de prisonniers de droit commun. Exceptionnellement, avec Véronique la photographe, nous avons l'autorisation de visiter cette prison. Hier, il y a plein de prisonniers qui ont été transférés là. Hier, j'ai rencontré le directeur des crimes et investigations. Il m'a dit que dans les derniers 10 jours, ils avaient arrêté plus de 2000 personnes à Kaboul. On saura quels sont leurs crimes quand ils passeront devant le tribunal. La plupart sont des voleurs, mais le tribunal examinera leur cas et décidera s'ils doivent rester en prison ou être relâchés. Pour l'instant, nous assurons juste leur sécurité. Les prisonniers que nous croisons ne savent pas quand ils seront jugés. Ils doivent attendre la mise en place d'un système judiciaire conforme aux principes de la charia. Nous pouvons les interroger, mais sous la surveillance des nouveaux gardiens. Leur parole n'est donc pas libre. J'ai été arrêté parce que j'avais un pistolet. Nous sommes bien traités et bien nourris ici. On est plus heureux que sous le gouvernement d'avant. Autour de nous, une soixantaine de détenus. Parmi eux, certains risqueraient la peine capitale. Je travaillais avec une agence de sécurité américaine. J'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. Je leur louais des voitures. C'est à cause de cela que j'ai été arrêté. Je louais aussi des voitures à des touristes. Maintenant, je suis là et je ne sais pas ce qui va arriver. Non, pas de juge, personne. Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que oui, ça va prendre du temps. Est-ce que vous avez un avocat? Non. Oui, peut-être. Je ne sais pas, mais j'ai peur que ce soit la mort. Les talibans semblent avoir remis de l'ordre dans Kaboul, mais au prix d'une grave crise économique. Depuis l'arrivée des talibans, des sanctions internationales strictes ont été imposées au pays. L'Afghanistan est en crise. Les fonctionnaires ne sont plus payés. Des familles entières se retrouvent sans rien. Avenue Chernao, dans le quartier d'affaires de Kaboul, les banques sont à court de liquidités. L'une des premières mesures des talibans pour interdire la fuite des capitaux a été de limiter les retraits à 180 € par semaine et par famille. Pour éviter l'émeute, les talibans ont repris leurs habitudes, les coups de fouet. Les marchés aux puces se multiplient dans la capitale. Ils sont devenus le point de rendez-vous de ceux qui ont perdu leur travail. On vient y vendre ce que l'on peut. La vaisselle, le linge de maison,
un marché de deuxième main où il y a beaucoup de familles qui ont laissé tout ce qu'elles avaient dans leur maison pour les vendre, soit pour partir, soit pour se nourrir. J'avais une entreprise et j'ai été obligé de la fermer. Donc je fais du business ici, en achetant les affaires de tous ceux qui sont pauvres ou de ceux qui quittent l'Afghanistan. Au milieu de ce bric-à-brac, quelques profiteurs de crise. Ce stand, par exemple, le seul à vendre des produits estampillés talibans. Celui-là coûte 30 centimes d'euros. Le grand est à 2,30 €. Beaucoup de personnes m'achètent des drapeaux. En 20 jours, j'en ai vendu plein. Il y a aussi ces courtiers de rue qui permettent aux Afghans de changer leurs économies en dollars pour survivre. Je change jusqu'à 4 000 $ par jour. C'est dangereux d'avoir tant d'argent sur moi. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Le commandant Hanafi, lui, a terminé sa patrouille. Il nous invite à prendre un peu de bon temps. Avec ses hommes, nous prenons la direction du lac Karga, 5 km à l'ouest de Kaboul. Il y a encore un mois, c'était un lieu de détente pour les expatriés américains et leurs alliés afghans. Désormais, il n'y a plus que les talibans qui osent venir ici. Une récompense après 20 ans de combat. Lui, c'est le commissaire politique. C'est vrai qu'avant, nous avons connu des temps difficiles. Mais aujourd'hui, c'est notre pays et nous pouvons passer un peu de bon temps. Par exemple, dans des parcs comme celui-ci. C'est la troisième fois qu'ils viennent, il m'a dit qu'ils viennent de temps en temps, profiter des douceurs de Kaboul, de la ville. Ça nous étonne, mais pourquoi pas? Manège, repas, ce genre de réjouissance est pris en charge par le mouvement. Mais le commandant Hanafi veut nous rassurer. Ce n'est évidemment pas pour ce genre de plaisir terrestre que l'on s'enrôle dans la milice islamiste. C'est un engagement avant tout spirituel, d'après lui. La plus grande preuve, c'est qu'il est bénévole. Je ne touche pas de salaire. Depuis que le djihad a commencé en 1982 et jusqu'à maintenant. J'étais commandant et je n'avais pas de salaire non plus. Mais j'avais l'aide de Dieu. Personne n'a jamais gagné de salaire. Des fidèles nous donnaient et nous partagions entre nous, comme des amis. Nous trouvions de la joie dans le sommeil, dans la marche, dans la fatigue et dans les blessures. La joie du martyr est incomparable, tout le monde le sait. Il y a toujours eu des fidèles miséricordieux et des croyants fortunés qui ont aidé les talibans. D'après les services occidentaux, l'argent est surtout venu des pays amis. Selon la propagande occidentale, c'est l'Iran, le Pakistan et ses services secrets qui nous auraient soutenus. Mais le commissaire politique n'en dira pas plus. Pourtant, selon les estimations américaines, les pays amis, Pakistan, pays du Golfe, auraient bien versé 500 millions de dollars par an aux talibans. Dans le même temps, les Américains, eux, ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars
pour soutenir le régime précédent et son gouvernement. En vain, l'argent mal distribué aurait été en partie capté par les notables proches du pouvoir. Parmi eux, les seigneurs de guerre, des chefs de clans très puissants et redoutés. Certains avaient mis leur milice en première ligne dans la guerre contre les talibans. Après leur défaite, que sont-ils devenus? À Kaboul, certains ont préféré se cacher ou s'enfuir. C'est le cas de Gulbuddin Hekmatyar, dont la villa a été détruite. Ou d'Abdul Rachid Dostum, qui fut aussi vice-premier ministre et dont le très luxueux palais est désormais occupé par les talibans. Avant l'arrivée des islamistes, nous avions rencontré l'un de ces seigneurs de guerre. Alagul Mujahed. Protégé par une petite armée, le millionnaire se disait prêt à défendre ses privilèges. Quels sont vos ennemis? Les talibans ou le gouvernement? Peu importe. Celui qui osera me faire la guerre sera mon ennemi. Après la victoire des talibans, avec Véronique, la photoreporter, nous sommes retournés à sa somptueuse villa, à 40 km de la capitale. L'homme est toujours là, mais il est nettement moins martial. Ce nouveau drapeau est celui de l'Émirat islamique. Dieu merci, je m'entends bien avec tout le monde. Mes affaires marchent bien. Ce n'est pas encore totalement normal, mais ça s'améliore de jour en jour. L'homme d'affaires a réussi à composer avec tous les régimes de ces 50 dernières années. Les soviétiques, les premiers talibans, les Américains et leurs alliés. Il a toujours su s'adapter. Il se croit intouchable, alors devant notre caméra, il n'hésite pas à remettre en cause certains principes de la charia défendus par les talibans. Les talibans sont venus me voir ici. Il y avait même leurs enfants. Nous avons pris le thé ensemble et ils m'ont dit « Vous êtes un de nos chefs ». Avant, j'étais un chef des Moudjahidines et pas seulement à Kaboul. J'avais des partisans dans toutes les provinces du pays. Mon souhait est que tous les Afghans soient heureux. Que nous ayons un bon gouvernement où toutes les tribus du pays aient une part équitable du pouvoir. Les femmes devraient elles aussi être incluses dans le gouvernement. La moitié de la population est constituée de femmes. Il fallait en tenir compte dans la formation du gouvernement. Une voix discordante sur un sujet aussi sensible que la question des femmes. Pas vraiment du goût des talibans. 2 jours après notre rendez-vous, le très puissant et riche Alagul Mujahed va être emmené en prison. Il l'humilie comme un vulgaire voleur de rue. Les talibans filment son arrestation. Image incroyable. Comme un message imparable à ceux qui voudraient encore leur résister. Pas rassurant pour Kamargul, la jeune fille que nous cherchions depuis 2 semaines. Sur les murs de la capitale, on aperçoit toujours les dessins qui la glorifient. Mais personne n'est capable de nous donner des nouvelles de celle qui a tué des talibans. Nous sommes inquiets, d'autant que nous sommes invités à quitter la capitale pendant quelques jours. Le commandant Hanafi nous a proposé de l'accompagner à Kandahar. C'est comme des vacances pour moi. La guerre est finie, on va aller s'amuser un peu. C'est mon pays quand même. Nous partons pour le sud du pays, sur l'ancienne route de l'enfer, l'axe principal qui relie Kaboul à Kandahar. Cette artère, nous la connaissons bien.
Avant la victoire des talibans, nous avions été témoins de violents combats. Aujourd'hui, sur la chaussée, on voit encore les traces des engins improvisés qui explosaient au passage des convois américains. Des milliers de civils et de militaires sont morts sur cette route. Le commandant Hanafi, qui a lui-même posé des mines, n'a que des bons souvenirs ici. Cette route n'était pas dangereuse pour nous, mais elle l'était pour les Américains. Nous pouvions passer partout. Ils n'allaient pas souvent dans les villages, mais ils prenaient cette route. C'est le seul endroit où on pouvait les attaquer. Kandahar, c'était le fief du Mollah Omar, le fondateur du mouvement des talibans. Venir ici, c'est une sorte de pèlerinage pour le commandant Hanafi. Un voyage qui lui était interdit pendant les années de guerre. Kandahar est la ville historique des talibans. On en est fiers. Je reviens après 20 ans d'absence et ça me rend très heureux. Le commandant Hanafi est venu se recueillir sur la tombe des talibans tombés pendant la première offensive, il y a 25 ans. La ville abrite aussi l'un des bazars les plus anciens sur la route de la soie. Le combattant en profite pour passer chez un tailleur. Avant de repartir, M. Hanafi va rendre une visite de courtoisie à l'homme fort de Kandahar. Au quotidien, dans cette région, c'est cet homme qui sera chargé d'appliquer la charia. Nous l'interrogeons. Allez-vous appliquer la même politique qu'avant? Couper des mains, faire des exécutions publiques? Toute notre politique est en accord avec le Coran et le prophète. Cela a toujours été le cas et il n'y aura pas de changement. Quand un criminel est arrêté, il est présenté à un tribunal de la charia et ce sont les juges qui décident de la peine. Au moins ici, pas de double discours. Les talibans ont repris leurs macabres habitudes. Ces photos anonymes que nous nous sommes procurées l'attestent. Les expositions publiques des cadavres de criminels sont de retour, comme avant 2001. Nous continuons notre route. Après des années à se cacher, les talibans peuvent désormais exposer leur propagande au grand jour et se lancer dans une campagne d'enrôlement à l'échelle du pays. Aujourd'hui, près de Kandahar, il y a une grande réunion en plein air. Cela faisait plus de 20 ans qu'on ne pouvait plus se réunir aussi nombreux. Aujourd'hui, le gouverneur de la province est là, ainsi que beaucoup de responsables talibans. L'organisateur, le voici, Massoud Moudjahed. Pour enflammer les foules, il a choisi d'honorer les martyrs, un thème cher à tous les musulmans du pays. Nous sommes fiers d'avoir mis fin à l'occupation. Et aujourd'hui, nous avons invité les familles de martyrs. Ces familles ne sont pas tristes d'avoir perdu un de leurs proches. Au contraire, elles sont heureuses de compter des martyrs. Pour les honorer, on met des colliers de fleurs autour du cou des orphelins et des autres membres de ces familles. Inutile de chercher une femme dans cette assemblée. Il n'y en a aucune. Les enfants, par contre, sont nombreux.
car il s'agit surtout d'embrigader les futurs soldats du nouveau pouvoir. C'est ici, dans la campagne, que le visage sans compromission des talibans apparaît le plus clairement. À Kaboul, dans sa chambre d'hôtel, Véronique, la photojournaliste, se prépare à rentrer à Paris. Les vols commerciaux n'ont pas été rétablis avec l'Europe, c'est donc un long périple qui l'attend, via le Tadjikistan, un pays frontalier. Je suis un peu triste de partir, ça me fait toujours ça en Afghanistan, j'ai un peu l'impression de quitter, de les abandonner, et qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à voir, des gens à suivre, suivre un peu plus cette résistance des femmes. Mais en même temps, ça fait plus de 3 semaines que je suis partie. Il y a mes petites filles qui m'attendent. Je suis hyper contente de les retrouver, elles. Peu après le départ de Véronique, nous avons enfin des nouvelles de Kamargul, la femme qui a symbolisé la lutte contre les talibans. Nous avons reçu un message dans la nuit. Nous allons essayer de la rencontrer, mais avec 1000 précautions. Un rendez-vous est fixé à l'aube. Un repérage a été fait pour vérifier qu'il n'y avait pas de talibans à proximité. Yes, this is Paul. We are just close to the gas station. In 5 minutes we'll get there. Which color is your car? Black Corolla? 5 minutes. Si la voiture n'est pas là dans 5 minutes, le rendez-vous sera annulé. Mais elle se présente. Okay, we follow you. I'm very happy to see you. Yeah, let's go. Kamargul voulait s'enfuir, mais pour l'instant, malgré tous ses efforts, elle est coincée dans le pays. Je n'ai pas pu rejoindre l'aéroport. Pourtant, j'ai essayé 3 fois avec les enfants de mes frères. Mais il y avait une foule monstrueuse et les enfants se sont fait piétiner. On a dû les amener à l'hôpital. C'était horrible. Je suis effrayée parce que les talibans sont là et je suis sous leur menace. Je suis épuisée. Maintenant, ils sont partout, même à Kaboul. J'ai peur qu'ils me trouvent. Je ne peux pas sortir de chez moi, je ne peux pas aller me promener en ville. C'est très pénible à vivre.
Si les talibans m'attrapent, je suis morte. Sur son téléphone, la promesse d'un meilleur avenir. C'est un document envoyé par la France, mais je ne sais pas ce qui est écrit. C'est en français. Une autorisation d'entrée en France. Notre premier tournage avait attiré l'attention du gouvernement français sur le cas de Qamar Gool. J'aimerais quitter l'Afghanistan le plus vite possible. Je voudrais dire aux femmes de mon pays, battez-vous pour vos droits, résistez aux talibans et ne perdez pas espoir. Depuis notre départ, la jeune Afghane n'a pas réussi à quitter le pays. Arifa, la lycéenne, n'a pas repris les cours. Elle ne pourra peut-être jamais faire les études dont elle rêvait. En attendant, elle aide dans un hôpital de Kaboul. À la Goul, le seigneur de guerre a été libéré rapidement. Il aurait payé une importante caution, mais ferait toujours l'objet d'une enquête. Une note d'espoir tout de même. Marwa, la cycliste, et son oncle ont réussi à s'exiler. Ils s'entraînent désormais en Albanie. Elle compte bien participer aux prochains Jeux Olympiques.